On parle de pollution aux microplastiques dans les fleuves européens avec Henri Bourgeois-Costa. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur des affaires publiques de la fondation Tara Océan. On est également en duplex avec Jean-François Guiglione. Bonjour. Vous êtes le directeur scientifique de cette mission Tara Microplastique, directeur de recherche CNRS au laboratoire d'océanographie microbienne. On va redire un mot, même si la fondation Tara Océan, on l'a reçue plusieurs fois ici, elle a été créée en 2003, elle est reconnue d'utilité publique. Votre mission, c'est quoi? C'est de mieux connaître et de protéger l'océan, les deux? Oui, c'est exactement ça. La fondation Tara Océan, c'est la première fondation consacrée à la recherche scientifique sur l'océan. Donc elle s'intéresse à tous les enjeux océaniques, qui soient ceux du vivant, de la planète vivante évidemment, mais également tout ce qui vient l'affecter, le changement climatique, les grandes pollutions, dont évidemment malheureusement la pollution plastique. Oui. Et vous avez en permanence une mission quelque part, un bateau quelque part en quelque sorte? Oui, c'est ça, exactement. Les missions se succèdent avec des thématiques qui viennent s'entrecroiser et se compléter. On a bouclé il y a quelques mois une grande mission sur les toxiques au sens général, parmi lesquels on va trouver des toxiques des plastiques, pas que, qui nous permettent de mieux comprendre la circulation de ces toxiques de la Terre vers la mer et leurs interactions avec le vivant et les conséquences sur l'océan. Alors, on va parler là de pollution aux microplastiques. C'est évidemment un fléau. Avec quels effets ? Alors, ce sont des effets qui sont extrêmement complets et complexes. C'est une pollution qui est une pollution globale, il faut bien avoir ça en tête. C'est la partie émergée de l'iceberg qu'on voit tous et qu'on connaît tous, que sont ces macro-déchets, les gros déchets qu'on voit, les bouteilles d'eau, les sacs plastiques, etc. En fait, il y a une partie qui est moins visible, voire invisible, qui sont ces petits plastiques et qui vont venir affecter la planète, notre santé, donc évidemment, puisque tout ce qui affecte la planète nous affecte nous, de façon directe ou indirecte. Alors ça peut être directement par le transfert de toxiques, et M. Guiglione en parlera bien mieux que moi tout à l'heure, ou par le transfert de bactéries qui peuvent être problématiques pour la santé, mais également ça va venir perturber toute la chaîne trophique, donc tout ce qui alimente le vivant, donc ça va venir évidemment à terme impacter ce qu'on mange nous, ce qu'on respire nous, puisqu'il y en a également dans l'air, et ce qu'on boit puisqu'il y en a dans l'eau. Et vous venez effectivement de publier les résultats de votre dernière mission, Jean-François Guiglione, sur les microplastiques dans les fleuves européens. Peut-être un mot de la méthode pour commencer. Combien de fleuves analysés, combien d'échantillons prélevés? Expliquez-nous comment vous avez voulu travailler. C'était une expédition vraiment de grande envergure qui a réuni plus de 40 scientifiques de 19 laboratoires différents avec des spécialités différentes. On avait des chimistes, des physiciens, des biologistes. Et l'objectif, en fait, c'était de comparer les fleuves européens entre eux. Donc, on est allé travailler sur 9 des plus grands fleuves européens. La Tamise, l'Elbe, le Rhin, la Seine, la Loire, la Garonne, l'Èbre, le Rhône et le Tibre. Et on est parti de la mer parce que la pollution plastique était connue essentiellement de la mer. Et on est remonté vers la plus grande ville proche de l'estuaire, proche de l'embouchure. Et comme ça, on a fait exactement le même protocole sur tous les fleuves, ce qui nous a permis de comparer les fleuves entre eux. Et alors, on arrive à un résultat que j'ai donné dans les titres, c'est que finalement, des microplastiques, vous en retrouvez partout. Malheureusement, le constat il est assez édifiant. Dans tous les prélèvements qu'on a réalisés, on a trouvé du plastique et on arrive à peu près à des concentrations de 3 microplastiques par mètre cube. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, sur la Seine, on a 300 mètres cubes par seconde. Donc, ça veut dire que si je mettais un filet qui vient récolter les microplastiques, et ben, chaque seconde, j'aurais à peu près 900 microplastiques qui seraient collectés donc à chaque seconde. Donc ça montre en fait qu'on a une concentration qui est majeure, qu'on ne pensait pas qu'elle était aussi importante. Et on s'est rendu compte que cette concentration de microplastiques, donc les microplastiques, je rappelle, c'est tout ce qui est inférieur à 5 mm. Il y a ceux qui sont visibles, dont je viens de donner les chiffres, et il y a ceux qui sont invisibles. Ceux-là, en fait, on a dû faire des développements méthodologiques particuliers pour les détecter parce qu'on ne peut pas les voir à l'œil nu. Et ceux-là, on s'est rendu compte qu'en masse, ils étaient encore plus importants que les grands microplastiques qu'on voyait jusqu'à présent. Donc ça montre quelque part qu'on a une pollution qui était sous-estimée et qui
est encore plus importante que ce qu'on imaginait. Ouais. Je reviens vers vous, Henri Bourgeois-Costa, avec effectivement ces chiffres, 40 scientifiques, 19 laboratoires impliqués. Ça veut dire que c'est une mission européenne. Dans chaque pays, il y a eu des laboratoires ou des scientifiques des pays concernés qui participaient. Comment ça s'est passé? Je vois que vous vous tournez vers Jean-François Guillaume, oui, qui va pouvoir répondre aussi. Mais oui, je pense qu'il répondrait bien plus pertinemment que moi à cette question-là. Mais globalement, oui, c'est un projet qui embarque beaucoup de scientifiques de disciplines et de nationalités différentes. Avec quel objectif? Alerter les pouvoirs publics, les obliger à bouger? Oui, il y a plusieurs objectifs. Le premier, c'est évidemment un objectif purement scientifique, qui est de mieux connaître cette pollution, de mieux en cerner les contours. Et c'est comme ça qu'on peut développer des solutions pour lutter contre cette pollution-là. Et évidemment, derrière, c'est d'aller alerter les politiques et de faire passer un certain nombre de messages. Dans ces messages-là, il y a quand même quelque chose qui est très important qu'on peut tirer d'ores et déjà de ces publications, c'est que la vision qu'on avait majoritairement de cette pollution plastique, elle est largement dépassée. Autrement dit, les plastiques ne sont pas qu'une question de déchets. Puisque ces plastiques-là, ces microplastiques-là, ils ne sont pas tous issus de la dégradation de déchets, ils sont également issus de plastiques primaires, donc en gros des plastiques pré-production, avant qu'on les transforme en produits, de la fuite de ces plastiques-là dans l'environnement, et également des plastiques d'usure, d'usage, quand on porte des vêtements synthétiques, quand on a des textiles synthétiques comme les moquettes, quand on utilise des pneus de voiture, tout ça, avec la friction, ça génère des microparticules de plastique qui finissent dans l'environnement. Et donc on voit bien que ces problématiques-là, elles vont pas être solubles par une simple amélioration du traitement des déchets. C'est inhérent même à l'usage de ces matériaux-là et ça va renvoyer vers des solutions qui sont évidemment beaucoup plus globales, beaucoup plus complexes. Qui sont beaucoup plus systémiques, c'est ce que je comprends. Jean-François Guillaume, ça veut dire que quand vous avez fait ces prélèvements, vous pouvez savoir d'où viennent ces microplastiques dont on parle. Est-ce que effectivement ça vient, je reprends vos exemples, du frottement d'un pneumatique ou de l'usure d'un vêtement, ou alors même peut-être du plastique primaire, c'est-à-dire un plastique sorti d'usine en quelque sorte? Alors, on a plusieurs réponses par rapport à ça. Effectivement, l'origine des microplastiques, la majorité, ça va être des gros plastiques qui vont se casser en morceaux. Et ça, on peut considérer que c'est le déchet de départ, en fait. Quand on a un déchet dans l'environnement, il va se casser en morceaux. Mais comme le disait Henri, c'est un peu la nouveauté de nos études, c'est de montrer en fait que les plastiques, ils vont pendant tout l'usage en fait du plastique, on va relarguer ces tout petits microplastiques qui sont invisibles à l'œil. Quand je suis en train de bouger simplement le bouchon d'une bouteille, je commence déjà à créer des petits microplastiques. Quand j'ai des vêtements en fait que je tape dessus, les fibres des vêtements vont partir dans l'environnement. Et donc tout ça en fait c'est pas qu'une problématique déchets comme le disait Henri, et c'est ça qui change vraiment notre vision de la pollution, c'est que la pollution elle est à tous les niveaux. Il y en a certains en fait qu'on a réussi à identifier, notamment via une grosse action de sciences participatives qui s'appelle Plastique à la loupe, qui réunit plus de 12 000 élèves par an qui vont sur le terrain. Donc on a un vrai observatoire français des déchets. Et là, on s'est rendu compte que parmi ces microplastiques, on trouve des granulés plastiques industriels qu'on peut vraiment identifier. Et la concentration de ces granulés plastiques industriels nous a vraiment alarmés parce qu'on a à peu près un quart de tous les microplastiques qui sont ces granulés plastiques industriels. D'où ils viennent, en fait, cela, on sait pertinemment que ça vient de la fuite des usines qui produisent les plastiques, en fait. Et donc, ça vient de la fuite, ça vient du transport, ça peut du transport sur les routes, mais également du transport maritime. On a déjà vu des catastrophes, en fait, de ces granulés plastiques industriels qui se retrouvent malheureusement dans l'environnement. Henri Bourgeois-Costa, ça veut dire que vous faites un certain nombre de préconisations aussi à la suite de cette étude? Oui, bien évidemment. Et ces préconisations, elles s'inscrivent dans le cadre aussi d'une réflexion internationale, puisqu'il y a une négociation actuellement sur un futur traité international sur les pollutions plastiques. Et évidemment, ces préconisations ont rejoint toute une série d'organismes dans cette préconisation majeure, et notamment de la coalition internationale scientifique, qui est qu'il n'y a pas de solution à cette problématique sans passer par la case réduction importante de la production et de la consommation. C'est vraiment le message fort. Ce que montre Mais aussi ça a pris une telle, pardon de vous interrompre, ça a pris une telle place dans nos vies, le plastique. Si ça marche aussi bien, c'est que ça remplit beaucoup ça répond à beaucoup de demandes et de problématiques. Donc par quoi on les remplace, quoi?
Alors, on peut avoir une réflexion en deux temps. La première, c'est est-ce que tous ces plastiques nous sont vraiment indispensables, notamment si on met dans la balance les bénéfices qu'ils nous apportent, mais également les risques et les coûts. Risques sanitaires, risques environnementaux et coûts économiques, puisqu'aujourd'hui, plusieurs universités ont fait la démonstration que le fait de poursuivre ce modèle de consommation de plastique sera plus coûteux économiquement que la réduction. Ça, c'est vraiment un élément très, très important. On n'arrivera pas à nettoyer l'environnement. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut retenir. L'étude, elle montre très clairement qu'on peut avoir jusqu'à 1000 fois la masse de la pollution plastique qui est sous forme de microplastiques. Donc, on va pas les nettoyer. On ne peut pas les récupérer. Ceux-là, c'est pas récupérable. On parle quand même de plastiques qui font entre 1,5 mm et 0,025 mm. Donc, à moins de passer la nature complètement au peigne fin et de tout retirer en même temps que les plastiques, c'est évidemment pas envisageable. Et donc, ces solutions, pour revenir à votre question, c'est évidemment des solutions systémiques. Ça passe par réduire ce qui ne nous est pas indispensable et dans ce qui est indispensable, de réfléchir à quelles sont les autres manières de faire qui nous permettent de nous passer de ces plastiques-là. Ça peut être des questions de matériaux, mais pas forcément. Ça peut être aussi des questions organisationnelles, de changement de société. Aujourd'hui, on est très marqué par les plastiques et je vous rejoins tout à fait là-dessus. Mais il faut quand même avoir en tête que ce n'est que 60 ans dans l'histoire de l'humanité et que ce n'est que, en gros, un petit tiers de l'humanité qui consomme de façon très, très importante les plastiques. Donc, il n'y a pas de côté inéluctable dans cette consommation des matériaux. Ça ne veut pas dire qu'il faut les éliminer complètement, ce n'est pas du tout mon propos, mais ça veut dire qu'on a des marges de réduction qui sont très, très importantes. Jean-François Giglione, vous parlez dans votre étude d'un effet supplémentaire d'éponge à polluants. Alors, de quoi on parle? De quoi s'agit-il? Alors, il faut que je vous fasse un tout petit cours de qu'est-ce que c'est qu'un plastique. Un plastique, vous connaissez tous les polystyrènes, polyéthylène, polypropylène. Ça, c'est le polymère. Mais en fait, on a un cortège de molécules chimiques qui sont ajoutées au plastique donc c'est des plastifiants, des stabilisants, des retardateurs de flamme, des colorants qui vont donner la caractéristique du plastique. Et on sait qu'on a 16 000 molécules chimiques qui sont ajoutées de cette manière-là pour donner les caractéristiques chimiques du plastique et ses propriétés physiques. Et on sait malheureusement en fait, que parmi ces 16 000 molécules chimiques, on en a à peu près un quart qui sont toxiques pour les organismes. Donc ça, en fait, en plus de demander la réduction des plastiques primaires, on demande aussi une transparence des produits chimiques qui sont ajoutés dans ces plastiques parce que c'est de là que vient la toxicité des plastiques. Effectivement, merci beaucoup. On parle de notre santé, de la santé de nos enfants, tout simplement. On parle d'un nouveau concept qui a émergé depuis quelques années, qui est aujourd'hui largement reconnu scientifiquement, qui est le concept de santé globale. C'est-à-dire qu'on ne peut plus aujourd'hui, de façon très claire, dissocier la santé humaine de la santé animale, de la santé des écosystèmes, de la santé environnementale. Et donc les plastiques affectent tout ça, directement notre santé pour certains dans nos usages, mais d'autres de façon plus indirecte, plus pernicieuse, en contaminant l'environnement. Et donc c'est devenu aujourd'hui un sujet de santé globale. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables.